Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite d'une lecture ensemble. Alors pour ceux qui nous retrouvent et qui ne connaîtraient pas le concept de cette émission, qui se demandent qu'est-ce que je fais sur un canapé avec un livre, une robe et des bottines, eh bien nous sommes des comédiennes et des comédiens qui lisons pour vous des classiques de la littérature française et étrangère, mais également des romans contemporains, parfois même du théâtre, et nous faisons également des interviews d'auteurs sur leurs livres récemment parus. Et ce soir, je poursuis la lecture du livre Histoire naturelle de Jules Renard, qui est un livre fort sympathique à lire, qui dépeint les travers de différents animaux, la nature, avec beaucoup de poésie et de fantaisie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de cette soirée. Je poursuis ma lecture et je vous dis à tout à l'heure. Le cheval. Il n'est pas beau, mon cheval. Il a trop de nœuds et de salières, les côtes plates, une queue de rat et des incisives d'anglaise. Mais il m'a attendri. Je n'en reviens pas qu'il reste à mon service et se laisse, sans révolte, tourner et retourner. Chaque fois que je l'attelle, je m'attends qu'il me dise « non » d'un signe brusque et d'étale. Point. Il baisse et lève sa grosse tête comme pour remettre un chapeau d'aplomb, recule avec docilité entre les brancards. Aussi je ne lui ménage ni l'avoine ni le maïs. Je le brosse jusqu'à ce que le poil brille comme une cerise. Je peigne sa crinière, je tresse sa queue maigre, je le flatte de la main et de la voix. J'éponge ses yeux, je cire ses pieds. Est-ce que ça le touche? On ne sait pas. Il pète. C'est surtout quand il me promène en voiture que je l'admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l'arrête et il m'arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche, au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabot quelque part. Il me fait peur, il me fait honte et il me fait pitié. Est-ce qu'il ne va pas bientôt se réveiller de son demi-sommeil et, prenant d'autorité ma place, me réduire à la sienne? À quoi pense-t-il? Il pète. Pète, pète. C'est original comme vie. L'âne. Tout lui est égal. Chaque matin, il voiture d'un petit pas sec et dru de fonctionnaires. Le facteur Jacot qui distribue au village les commissions faites en ville, les épices, le pain, la viande de boucherie, quelques journaux, une lettre. Cette tournée finie, Jacot et l'âne travaillent pour leur compte. La voiture sert de charrette. Ils vont ensemble à la vigne, au bois, aux pommes de terre. Ils ramènent tantôt des légumes, tantôt des balais verts, ça ou autre chose, selon le jour. Jacot ne cesse de dire « hu » sans motif, comme il ronflerait. Parfois, l'âne, à cause d'un chardon qu'il flaire ou d'une idée qui le prend, ne marche plus. Jacot lui met un bras autour du cou et pousse. Si l'âne résiste, Jacot lui mord l'oreille. Il mange dans les fossés, le maître une croûte et des oignons, la bête ce qu'elle veut. Ils ne rentrent qu'à la nuit. Leurs ombres passent avec lenteur d'un arbre à l'autre. Subitement, le lac de silence où les choses baignent et dorment déjà se rompt, bouleversé. Quelle ménagère tire à cette heure,
par un treuil rouillé et criard, les pleins seaux d'eau de son puits. C'est l'âne qui remonte et jette toute sa voix, dehors et bré jusqu'à extinction, qu'il s'en fiche, qu'il s'en fiche. Le cochon. Merci. Grognon, mais familier, comme si nous t'avions gardé ensemble, tu fourres le nez partout et tu marches autant avec lui qu'avec les pattes. Tu caches sous des oreilles en feuilles de betterave tes petits yeux cassis. Tu es ventru comme une groseille à maquereau. Tu as de longs poils comme elle a la peau claire et une courte queue bouclée. Et les méchants t'appellent « sale cochon ». Ils disent que si rien ne te dégoûte, tu dégoûtes tout le monde et que tu n'aimes que l'eau de vaisselle grasse. Mais ils te calomnient, qu'ils te débarbouillent et tu auras bonne mine. Tu te négliges par leur faute. Quand on fait ton lit, tu te couches, et la malpropreté n'est que ta seconde nature. Le cochon et les perles. Dès qu'on le lâche au pré, le cochon se met à manger et son groin ne quitte plus la terre. Il ne choisit pas l'herbe fine, il attaque la première venue et pousse au hasard, devant lui, comme un soc ou comme une taupe aveugle, son nez infatigable. Il ne s'occupe que d'arrondir le ventre, qui prend déjà la forme du saloir, et jamais il n'a souci du temps qu'il fait. Qu'importe que ses soies aient failli s'allumer tout à l'heure au soleil de midi, et qu'importe maintenant que ce nuage lourd, gonflé de grêle, s'étale et crève sur le pré. La pie, il est vrai, d'un vol automatique se sauve. Les dindes se cachent dans la haie et le poulain, puéril, s'abrite sous un chêne. Mais le cochon reste où il mange. Il ne perd pas une bouchée. Il ne remue pas. Avec moins d'aise, la queue. Tout criblé de grêlons, c'est à peine s'il grogne. Encore leur sale perle. La pluie, perle, pluie. Les moutons. Je ne sais pas si je vais oser vous faire le mouton. On y va, on fait le mouton? Ok. Merci. C'est des années de formation théâtrale et de cours de théâtre, hein, vous savez, ça se perfectionne. Les moutons. Ils reviennent des chaumes où, depuis ce matin, ils passaient le nez à l'ombre de leur corps. Selon les signes d'un berger indolent, le chien nécessaire attaque la bande du côté qu'il faut. Elle tient toute la route, ondule d'un fossé à l'autre et déborde, ou tassée, unie, moelleuse, piétine le sol, à petits pas vers de vieilles femmes. Quand elle se met à courir, les pattes font le bruit des roseaux et criblent la poussière du chemin de nids d'abeilles. Ce mouton frisé, bien garni, saute comme un ballon jeté en l'air, et du cornet de son oreille s'échappent des pastilles. Cet autre a le vertige et heurte du genou sa tête mal vissée. Ils envahissent le village. On dirait que c'est aujourd'hui leur fête et qu'avec pétulance, ils bêlent de joie dans les rues. Mais ils ne s'arrêtent pas au village, et je les vois reparaître là-bas. Ils gagnent l'horizon. Par le coteau, ils montent, légers, vers le soleil. Ils s'en approchent et se couchent à distance.
Les traînards prennent, sur le ciel, une dernière forme imprévue et rejoignent la troupe pelotonnée. Un flocon se détache encore et plane, mousse blanche, puis fumée, vapeur, puis rien. Il ne reste plus qu'une patte dehors. Elle s'allonge, elle s'effile comme une quenouille à l'infini. Les moutons frileux s'endorment autour du soleil, l'as qui défait sa couronne et pique jusqu'à demain ces rayons de leur laine. Les moutons. Mais, le chien de berger. Il n'y a pas de mais. Petite blague. La chèvre. À mouton-chèvre, la nuance est... C'est difficile. Hein. C'est plus, vous voyez, la chèvre, c'est plus dans la gorge, tu vois. C'est... Il y a une nuance. La chèvre. Personne ne lit la feuille du journal officiel affichée au mur de la mairie. Si, la chèvre. Elle se dresse sur ses pattes de derrière, appuie celle de devant au bas de l'affiche, remue ses cornes et sa barbe, et agite la tête de droite et de gauche, comme une vieille dame qui lit. Sa lecture finie, ce papier sentant bon la colle fraîche, la chèvre le mange. Tout ne se perd pas dans la commune. Le bouc. Son odeur le précède. On ne le voit pas alors qu'elle est arrivée. Il s'avance en tête du troupeau et les brebis le suivent pêle-mêle, dans un nuage de poussière. Il a des poils longs et secs qu'une raie partage sur le dos. Il est moins fier de sa barbe que de sa taille parce que la chèvre aussi porte une barbe sous le menton. Quand il passe, les uns se bouchent le nez, les autres aiment ce goût-là. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il marche raide, les oreilles pointues et la queue courte. Si les hommes l'ont chargé de leurs péchés, il n'en sait rien et il laisse, sérieux, tomber un chapelet de crottes. Alexandre est son nom, connu même des chiens. La journée finie, le soleil disparu, il rentre au village avec les moissonneurs et ses cornes, fléchissant de vieillesse, prennent peu à peu la courbe des faucilles. Les lapins. Dans une moitié de futaille, le noir et le gris, les pattes au chaud sous la fourrure, mangent comme des vaches. Ils ne font qu'un seul repas qui dure toute la journée. Si l'on tarde à leur jeter une herbe fraîche, ils rongent l'ancienne jusqu'à la racine. Et la racine même occupe les dents. Or, il vient de leur tomber un pied de salade. Ensemble, le noir et le gris se mettent après. Nez à nez, ils s'évertuent, hochent la tête et les oreilles trottent. Quand il ne reste qu'une feuille, ils la prennent chacun par un bout et luttent de vitesse. Vous croiriez qu'ils jouent s'ils ne rient pas, et que la feuille avalée, une caresse fraternelle unira les becs. Mais le gris se sent faiblir. Depuis hier, il a le gros ventre et une poche d'eau le ballonne. Vraiment, il se bourrait trop. Bien qu'une feuille de salade passe sans qu'on ait faim, il n'en peut plus. Il lâche la feuille et se couche à côté, sur ses crottes, avec des convulsions brèves. Le voilà, rigide, les pattes écartées, comme pour une réclame d'armurier. On tue net, on tue loin. Un instant, le noir s'arrête de surprise. Assis en chandelier, le souffle doux, les lèvres jointes et l'œil cerclé de rose, il regarde.
Il a l'air d'un sorcier qui pénètre un mystère. Ses 2 oreilles droites marquent l'heure suprême, puis elle se casse, et il achève la feuille de salade. Le lièvre. Philippe, non mais si quelqu'un regarde cette émission qu'il est hors contexte, il doit se dire mais qui est cette folle? Qui sont ces gens bizarres? Tout va bien, j'ai pris mes cachets, tout va bien. Philippe m'avait promis de m'en faire voir un au gîte. C'est difficile et il faut l'œil des vieux chasseurs. Nous traversions une éteule, les paysans disent une étoule, qu'un coteau protège contre le nord. Un lièvre se gîte le matin, à l'abri du vent qui souffle, et même si le vent tourne dans la journée, le lièvre reste à son gîte jusqu'à la nuit prochaine. En chasse, moi, je regarde le chien, les arbres, les alouettes, le ciel. Philippe regarde par terre. Il jette un coup d'œil dans chaque sillon, à la dévalée et à la montée. Une pierre, une motte l'attire. C'est peut-être un lièvre. Il va vérifier. Et cette fois, c'en est un. « Voulez-vous le tirer ?» me dit Philippe, d'une voix contenue. Je me retourne. Philippe, arrêté, les yeux fixés au sol, sur un point, le fusil haut, se tient prêt. « Le voyez-vous » dit-il. « Où donc ? Vous ne voyez pas son œil qui remue ? Non. Là, devant vous. Dans la raie ? Oui, mais pas dans la première, dans l'autre. Je ne vois rien. J'ai beau me frotter les yeux pleins de buée, Philippe, pâle d'un coup qu'il a reçu au cœur en apercevant le lièvre, me répète. Vous ne le voyez pas ? Vous ne le voyez donc pas ? Et ses mains tremblent. Il a peur que le lièvre ne parte. Montrez-le-moi, dis-je, avec votre fusil. Tenez, là, l'œil, son œil, au bout du canon. Ah, je ne vois rien. Épaulez, Philippe, mettez-le en joue. Je me place derrière Philippe, et même par la ligne de mire de son fusil, je ne trouve pas. C'est énervant. Je vois quelque chose, mais ça ne peut pas être le lièvre. C'est une bosse de terre, jaune comme toutes les mottes de l'éteule. Je cherche l'œil. Il n'y a point d'œil. Je me retiens de dire à Philippe « Tant pis, tirez !» Et le chien qui courait au loin est revenu près de nous. Comme il n'a pas le vent, il ne sent pas le lièvre, mais il peut s'élancer au hasard. Philippe le menace à voix basse, de claques et de coups de pied, s'il bouge. Philippe ne me parle plus. Il a fait l'impossible et il attend que je renonce. Oh, cet œil noir, rond et gros, comme une petite prune, cet œil de lièvre terrorisé, où est-il ? Ah ! Je le vois. À mon coup de fusil, le lièvre bondit hors du gîte, la tête fracassée. Et c'est bien le lièvre que je voyais. Je l'avais vu presque tout de suite. J'ai de bons yeux. J'étais trompée par la pose du lièvre. Je le croyais en boule, comme un jeune chien, et je cherchais l'œil dans la boule. Mais le lièvre se gît allongé, les pattes de devant jointes et les oreilles rabattues. Il ne fait un trou que pour placer son derrière, être le plus possible à ras de l'éteule. Le derrière est ici et l'œil là, très loin. De là ma courte hésitation. C'est lâche de tuer un lièvre au gîte, dis-je à Philippe. Nous aurions dû lui jeter une pierre, le faire sauver et le tirer tous deux à la course. Il ne pouvait pas nous échapper. Ce sera pour une autre fois, dit Philippe. C'est bien de me l'avoir montré, Philippe. Il n'y a pas beaucoup de chasseurs comme vous. Je ne le ferai pas pour tout le monde, dit Philippe.
Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve tout de suite pour la suite d'Histoire naturelle de Jules Verne. Bonne nuit pour ceux qui vont au lit. Bye bye.